Voilà, je te le mets là. Localisez votre colonne vertébrale. Fixez la zone vertébrale. On pose, premier temps de pression, poser. Deuxième temps, transfert du poids du corps, déposer. Troisième temps, retirer. Donc on va venir en fait presser dans cette zone-là. J'oriente l'angle de mes mains pour que ça aille dans la bonne direction. 2, 3. Tirez le mollet vers vous. Vous allez voir deux lignes. Une ligne ici, sur l'intérieur du pied, et une ligne ici, un peu plus sur l'extérieur. La tête de l'os ici, cherchez la membrane musculaire. Donc ça va pénétrer en fait à l'intérieur des chairs. 1, 2, 3. Le long de la colonne vertébrale, le partez. Le long du dos. C'est très japonais, le souci du détail. Faire attention à pas déranger la personne quand on travaille, de pas accrocher ses vêtements, de pas aussi des fois un ongle qui s'accroche. Un ongle qui s'accroche, il peut se casser, il peut saigner. Oui, c'est toutes ces choses-là qui sont faites dans la pratique du shiatsu. Et souvent aussi, ce que je vois, les doigts sont écartés et vous allez voir souvent les doigts sont mis comme ça. Ça c'est pas bon parce que à force, vous allez créer en fait des extensions au niveau des tendons internes de la main. Et vous allez créer des tendinites. En plus des écrasements de l'autre côté, donc l'arthrose va guetter aussi les articulations. Donc la main doit toujours être comme ça. Et le pouce, il doit être l'articulation métacarpophalangienne doit être légèrement ressortie. Ça, c'est souvent la difficulté. Alors, le gros souci, c'est les gens qui ont l'hyperlaxité des pouces. Les gens, peut-être parmi vous, il y en a qui ont le pouce hyperlaxe. Ça, c'est compliqué. Parce que là, ça nécessite, alors il y a des ajustements, mais bon, généralement, ça reste quand même difficile pour un praticien shiatsu de travailler avec ses pouces si on a les pouces hyperlaxes. Donc on sait comme ça, c'est pas grave, on peut travailler avec le Ikonken comme on a au karaté, on peut travailler avec la paume des mains, avec les coudes, avec les tranchants, enfin il y a plein d'autres alternatives. Mais à part le coude, je connais pas d'autres techniques qui soient aussi puissantes et pénétrantes que le pouce. À part, voilà, c'est vraiment les deux extrémités corporelles qui, quand on fait des pressions, sont vraiment pénétrantes, précises, qui permettent d'aller dans la profondeur. Parce que c'est ça qu'on cherche en shiatsu, c'est la profondeur musculaire. Traverser les couches musculaires pour aller chercher les muscles les plus profonds. On a en moyenne, comme sur le corps, à peu près 3 couches musculaires. Plus ou moins épaisses, selon les gabarits, selon les personnes. Mais il faut aller les chercher. Il faut aller chercher celles qui sont au fond quand même. Il faut aller les dégager. Parce que c'est c'est tous les muscles posturaux qui travaillent en permanence dans votre journée, qui vous réajustent par tous les micro-mouvements, etc. Donc il faut aller ceux-là, surtout autour de la colonne vertébrale, il faut aller les gratter un petit peu. Ok? Donc, ça c'est votre main. Voilà. Donc pensez à ça. La main Lego, la main Playmobil. Voilà, une pince, quoi. Comme vous dites bonjour à quelqu'un, même chose. Et vous allez essayer de garder ça en permanence à l'esprit avec l'articulation. Voilà. Pourquoi on fait ça, l'articulation? Parce que c'est pareil. Si vous laissez l'articulation non sortie, il n'y a pas de gainage musculaire. Quand vous faites ça, tac, les muscles autour du pouce vont se gainer et donc tous les tendons autour vont se retracter pour venir en fait resserrer l'articulation métacarpophalangienne pour qu'elle soit stable. Sinon, si vous appuyez pas, le pouce, il risque de faire ça sur la pression. Et là, une fois, bon, si c'est que de temps en temps, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis à la fin de votre journée, au bout de 5, 6 massages, vous faites, oula, je commence à avoir beaucoup de pouces aujourd'hui. Première technique, vous allez déjà bien cibler le centre du dos. Ça, c'est important. Voilà, je te le mets là. Grosso modo, voilà, on a fait ça. Donc, votre ligne vertébrale, alors c'est pareil, vous allez avoir des gens qui ont peut-être un peu des scolioses, des choses comme ça. Donc vous allez ajuster, parce que des fois le dos peut faire des vagues, des S à gauche ou à droite en fonction des scolioses. Et ce qui est très important surtout, c'est par contre, c'est de jamais appuyer sur les os. Notamment les épines vertébrales, parce que c'est super douloureux. C'est vraiment pas du tout à la place. On peut faire des techniques après à la rigueur très légère de friction dessus pour un peu chauffer le dos et puis détendre tous les fascias et tendons ici interépineux. Mais sinon, la compression sur l'épine vertébrale, c'est vraiment pas grave, c'est douloureux. Et vous pouvez aussi léser ce qu'on appelle le périoste, qui est la partie superficielle de l'os.
qui est une partie à force de régulière de pression, ou si des personnes par exemple ont un peu d'ostéoporose, des choses comme ça, c'est celle qui va se casser, qui peut faire des micro-lésions. Alors ces micro-lésions, bah évidemment, elles peuvent être après inflammatoires, ce genre de choses, donc c'est pas top, c'est pas super agréable. Donc, votre colonne vertébrale, elle est là. Première chose que je vais vous demander, c'est bah du coup, ça va faire un peu de repérage par rapport à votre partenaire, à votre binôme. Donc vous allez juste passer la main en fait sur cette colonne pour vous assurer de la position. Et quand vous allez passer la main, votre doigt qui guide, c'est le majeur. C'est-à-dire que c'est ces deux autres doigts qui, eux, vont être de ce qu'on appelle dans les gouttières paravertébrales. C'est juste pour localiser votre colonne vertébrale et savoir si elle est bien droite et si, effectivement, vous allez bien vous positionner. C'est un repérage. D'accord ? Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc ça, c'est la position la plus classique qu'on prend. Et une fois que ça c'est fait, vous allez par contre pivoter, vous mettre face à votre partenaire. Et puis vous allez venir mettre la main sur le sacrum, l'autre main vous allez mettre en point demi-fermé avec ce petit interstice ici qui va vous servir en fait à caler les épineuses dorsales. Et vous allez installer la personne par des mouvements comme ça, de rocking, de balancement. Et la main qui est là va venir poc, fixer ici cette zone vertébrale, poc, fixer la zone vertébrale, poc, fixer la zone vertébrale. C'est juste de l'installation pour l'instant, ce qui permet en fait en même temps de tester l'amplitude corporelle, d'installer la personne, de la relaxer. Vous pouvez faire plusieurs passages, ça c'est pas gênant. Vous pouvez augmenter du coup les amplitudes au fur et à mesure où vous êtes à l'aise. Vous pouvez avoir, ce qui peut se produire aussi chez votre partenaire, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez avoir un petit clac. C'est normal, c'est juste avec le petit rajustement vertébral, voilà. Ça, vous inquiétez pas, vous pouvez avoir des moments où ça va craquer, hein, on fait de la pression sur le corps. Donc les vertèbres, c'est comme chez l'ostéo. Vous mettez une intention, vous mettez une compression, donc la vertèbre va faire clac. Si c'était gênant chez vous, tant mieux, il y a un rajustement vertébral et ça vous soulage. Sinon, il y a des personnes chez qui ça ne gêne absolument pas, et puis ça se fait quand même. Donc, voilà. Donc positionnement des mains au-dessus de la colonne vertébrale, donc la main, les doigts collés, la main jointe, elle vient se placer au-dessus et l'autre main vient chevaucher par-dessus à la perpendiculaire avec le pouce qui vient tenir autour du poignet. Ça permet en fait de maintenir, de créer vraiment, en fait une connexion en fait de tout le corps et un gainage corporel, un maintien corporel. Voilà. Et on pose, premier temps de pression, poser, deuxième temps transfert du poids du corps, déposer, troisième temps retiré avec le corps qui se retire. Et on descend au fur et à mesure le long de la colonne vertébrale. Et important, c'est que la main soit incurvée, pour pas qu'en fait qu'à plat, elle vienne écraser les épineuses dorsales. C'est très important aussi, encore une fois. La main toujours incurvée, elle fait... elle est à la fois incurvée d'avant en arrière, mais aussi en latéral, gauche-droite, pour que la colonne vertébrale puisse venir se caler à l'intérieur pour pas écraser en fait la colonne vertébrale. Et il est complété par plein d'autres effets plutôt que uniquement envoyer le poids vers l'avant comme ça. Là, c'est lésionnel aussi, vous mettez en tension vos genoux. Donc on est sur un levier. Et je transfère, je pousse. Transfère, je pousse. C'est tout le corps qui travaille comme ça dans un mouvement d'extension corporelle. Et là, et comme il est demandeur, on va y aller. Et je vous expliquais donc aussi, c'est là où on va rentrer aussi dans une des grandes indications du shiatsu, c'est que la pression shiatsu, elle se réalise en 3 temps. Premier temps, prise de contact, vous êtes sur vous positionnez votre main, votre corps, sur la partie superficielle, un temps. Deuxième temps, pression. Là, vous avez la partie quand je parlais de pression maintenue, elle est là, parce que ça peut durer 1 seconde, un temps à chaque fois. Et ça, vous pouvez durer aussi 10 secondes, 5 secondes, 40 secondes, le temps que vous avez envie, jusqu'à créer en fait l'effet que vous désirez que ça procure à la personne dans son corps. D'accord ? Et donc c'est là où vous avez la pression maintenue et concentrée parce que vous y mettez toute votre intention dedans. Et la partie la plus délicate, c'est celle-là en fait. C'est de réussir à maintenir sans qu'en fait il y ait une perte de substance, qu'il y ait une perte de puissance. Et on relâche, ça c'est le 3e temps.
Et quand vous relâchez, vous accompagnez la remontée corporelle. Vous relâcherez. On peut le faire selon, dans certains cas, on peut créer ce truc de relâcher vif pour créer des effets particuliers. C'est un peu, vous savez, justement, les techniques de stéo, où il relâche d'un coup pour créer, effectivement, ces... Mais là, c'est pas le cas pour cette pratique-là, pour ce que je vais vous apporter aujourd'hui. Moi, ça m'arrive de le faire en cabinet, ce côté de PAM, voilà, pour que ça va vraiment créer, en fait, dans le corps, un réajustement. Mais, ou quand la personne est au niveau du diaphragme un peu comprimé, je vais donner un coup comme ça pour que ça, ouais, qu'elle ressorte, qu'elle comprenne que le diaphragme se détende, que le thorax se vide, et qu'on passe après sur autre chose. Mais là, ça, 1, 2, pression maintenue, relâchez en accompagnant, et c'est votre corps qui se soustrait. C'est pas votre bras. Et je transfère, 1, 2, et je me retire avec mon corps. Ah ouais. Et c'est le bras reste toujours en fait à votre extrémité. 2, on relâche et on descend. Relâche. On relâche. 1, 2. Souvent c'est ça aussi que mes élèves, c'est que ils font tac, la première prise. 1 et 2 sont en même temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après, on peut les enchaîner. C'est comme une partition de musique. Les notes sont scindées, et quand la partition est jouée par quelqu'un qui est un expert, vous avez l'impression que tout glisse, tout va en fonction. Il n'y a plus de scission entre chaque note. Alors, pourtant, il y en a quand même. Et donc, dans les pressions, c'est pareil. Si on fait, hop, vous voyez, 1 et 2 sont en même temps, c'est pas super agréable à recevoir par la personne. 1, 2, et si on accélère, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on monte juste la cadence, mais il y a toujours les 3 temps. D'accord? On a donc la lordose thoracique. Donc la lordose, c'est la partie qui va monter comme ça proéminente. Et on a les syphoses cervicales, pour ça que vous voyez le petit creux au niveau de la nuque, et la syphose lombaire. Quand vous allez travailler, c'est là où effectivement on a à avoir cette justesse. Je vous invite, mais non, vous avez chopé un petit peu la technique, à être vigilant vis-à-vis de ça. C'est cette perpendicularité au corps que je vous disais. C'est-à-dire que c'est pas fixé là par rapport au plan du sol, c'est par rapport, votre colonne vertébrale, elle fait ça. Et si on va jusqu'au sacrum, du coup, on a donc du coup une lordose sacrée. Une syphose sacrée, pardon. Donc, quand vous allez travailler sur la pression, bon voilà, évidemment, on s'écrase un peu au sol, mais imaginez, ici, ça monte un petit peu. Donc, quand vous allez envoyer la pression, vous n'allez pas l'envoyer vraiment dans le sol, vous allez l'envoyer légèrement vers l'arrière, pour qu'en fait, votre main arrive perpendiculaire à l'angle de la colonne vertébrale. Donc ça va créer donc, du coup un écrasement perpendiculaire qui va permettre vraiment de bien cibler la colonne. Plutôt que si vous êtes là, évidemment c'est là que vous allez glisser, donc ça va partir vers l'avant. Là, ça ne pose pas de problème, généralement on va droit dans le sol. Dès qu'on va commencer à tomber dans le creux lombaire, eh ben, on est sur la descente de la colline, donc votre pression elle va aller par là. Elle ne va pas aller là. Elle va aller légèrement vers l'avant. Dans le creux, ok. Et par contre, quand vous êtes au niveau du sacrum, elle va aller, comme devant, légèrement vers l'arrière. Ça, c'est des micros-ajustements qu'il faut trouver. Je ne vous dis pas que vous allez le trouver tout de suite. Je vous invite juste à être vigilant à ça. Pour qu'en fait, optimiser au maximum la qualité en fait de la pression dans la colonne vertébrale. Et pas, là, c'est ce que je vois par exemple ici, parce que c'est le plus flagrant. Quand vous pressez, comme vous voulez absolument presser vers le sol, il va se passer ça. Donc forcément, le contact sur la peau, les vêtements, ça va glisser vers l'avant. Donc il n'y aura pas de pression efficace au niveau du musculo-squelettique. Par contre, dès que vous allez aller là, et ça va être non seulement efficace là, mais en plus, vous allez pouvoir créer un micro-élargissement au niveau de l'articulation lombo-sacrée, entre les deux dernières vertèbres lombaires et la croche au sacrum. Donc ça va créer un petit effet comme ça de super intéressant pour les personnes qui ont des lombalgies, avec des tassements discaux, par exemple. Ça libère du coup l'espace interarticulaire, ça soulage l'articulation,
Ça permet en plus en même temps de libérer un peu les embranchements nerveux. Donc ça améliore la zone, la douleur, l'élasticité, et ça soulage temporairement les gens qui ont des lombalgies dues effectivement à des écrasements discaux, à des hernies, des choses comme ça. Sauf contre-indication médicale, on peut faire sur les hernies. S'il y a une contre-indication absolue, vous ne le faites pas. S'il y a une contre-indication sur le dos, vous ne le faites pas. Si la personne dit bon non, c'est des radios, à part un peu d'usure des disques intervertébraux, un peu d'arthrose, rien, c'est normal, tout le monde a ça. Plus on avance dans le temps, plus on avance dans l'âge, on l'a tous. Il n'y a pas de personne n'y échappe. Donc, et ça peut pas être une contre-indication en tant que telle à recevoir du massage ou du shiatsu. On va mettre nos pouces en action. Le travail vraiment de praticien shiatsu, c'est son pouce. Notamment la partie du pouce et la partie de la pulpe. Donc en fait, ça se résume grosso modo à 1,5 cm, 2 cm². D'où l'intérêt effectivement d'avoir le corps qui est bien adapté. Alors on dit qu'en moyenne, la pression shiatsu, en moyenne, pour qu'elle soit la plus basse, on est autour de 5 kg de pression. Alors quand on dit 5 kg, c'est la pression sur plus. On est à 5 kg de pression sur 1 cm², 2 cm². Ça va, c'est soft. Là, si on veut vraiment commencer à rentrer des pressions un petit peu plus importantes, on passe à 10-12 kg de cm². Ça commence à faire un peu. Et dans certains cas, quand on veut vraiment envoyer un gros truc, vraiment dans des cas très spécifiques, on veut vraiment lancer, déclencher, on peut passer à 40 voire 50 kg de cm². Donc là, ça balance fort. C'est là que c'est des pressions. Pour l'avoir vécu personnellement, je vous garantis que ça vous met dans un état second. Dans certaines problématiques, et il faut que vous soyez d'accord avec la personne avec qui vous êtes. Parce que ça peut être très mal vécu par la personne. C'est soit elle est ok, soit elle n'est pas. Est-ce qu'elle est capable d'endurer ça Est-ce que vous allez pouvoir avoir aussi beaucoup, c'est pour ça que vous étonnez pas, ça va être tous les bruits de ventre. C'est normal, c'est le système nerveux autonome qui se régule. Tout le système par le nerf vagal qui va réguler en fait votre système digestif, intestinal, etc. Vous allez avoir ça cause beaucoup, c'est dans le sens de shiatsu. Le ventre s'exprime énormément. Et donc tout ça c'est normal, ce sont des effets en fait de la pratique, c'est que vous avez mis le doigt là exactement où il faut. Volontairement ou involontairement, c'est-à-dire quand vous faites une pratique de base, c'est involontaire, vous passez sur tout le corps, c'est juste avec la personne, comme vous avez peut-être déjà pu en certains sentir peut-être déjà dans vos ventres, à un moment de dépression, ça commence à faire un peu de gargouillis, des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec la faim, ça n'a rien à voir avec la digestion. C'est juste en fait votre système nerveux autonome qui est en train de se réguler et qui envoie des informations au niveau organique. Et donc ça nettoie en fait tout le système organique. Et donc ça se réajuste. Et donc le péristaltisme, l'intestin, le ventre, etc. va commencer, ça travaille. Je vous rappelle, le pouce, donc c'est cette partie-là. N'oubliez pas votre main Playmobil. Donc vous gardez surtout bien vos 4 autres doigts collés les uns contre les autres. Ne crispez pas la main, détendez la main. Il faut juste qu'elle soit gainée juste ce qu'il faut. Vous faites appel à ce qu'on appelle à la tenségrité. Voilà, c'est le fait que une tension naturelle dans le corps, on l'utilise, mais on n'est pas en crispation, c'est différent. La tenségrité, c'est tous les mécanismes de tension qui jouent entre eux dans le corps pour les ajustements et les mouvements sans qu'il y ait interfère en fait une force extérieure. Vous aviez donc votre colonne vertébrale, maintenant sur quoi on va jouer? On va jouer sur les muscles, ce qu'on appelle les muscles. Alors, il y a plein de noms, il y a plusieurs couches. Et c'est ce qu'on appelle en fait les muscles érecteurs du rachis. Ce sont en fait toutes les petites barres musculaires que vous avez autour du dos là. Voilà. Qui sont plus ou moins développées chez tout le monde. Et c'est eux qu'on va venir presser. Alors, on va faire 2 lignes. La première, c'est la ligne qui est ici en fait dans la gouttière vertébrale. Où là, on va aller chercher effectivement donc les para-épineux. Tordu la peau. Voilà. Donc on va venir en fait presser dans cette zone-là. Et ensuite, deuxième ligne de pression sur le côté. Donc en fait, il y a une barre musculaire, vous voyez, ça fait grosso modo ça, qui va venir de chaque côté ici du dos. Pour pouvoir essayer, vous allez le sentir chez les personnes, certains les ont très développés parce qu'en fonction du sport qu'ils font, on a des collègues ici qui sont très costauds, je pense que vous allez bien les sentir. Et donc, on dit que on est à peu près à
Pour les chercher, dans la tradition, on est à peu près ce qu'on dit à une largeur de pouce, une largeur et demie de pouce. Une largeur et demie de pouce, c'est les distances chinoises qu'on a en acupuncture, ce qu'on appelle les tsun. Un tsun, c'est une largeur distale, soit une largeur de pouce, soit une épaisseur de la phalange médium du doigt médium. Et donc, vous voyez, on est à peu près à cette distance-là de la colonne vertébrale, et donc elle est ici. Mais bon, même sans cette question de distance, vous allez les sentir, de toute façon, c'est vraiment les barres musculaires que vous avez tout autour de la colonne vertébrale. D'accord ? Donc deux lignes, ici, dans la gouttière paravertébrale, et ici, sur les muscles érecteurs du rachis. Les pressions, ça va être exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est perpendiculaire, stable, maintenu. Mais n'oubliez pas, à la rigueur, aussi de faire, en fonction des lordoses et syphoses, d'aller dans une pression vers le sol, mais un petit peu en arrière, pour arriver sur la butée ici. Ici également au niveau du sacrum. Et inversement, vers l'avant, pour la partie de la descente vers le creux lombaire. Comment on va procéder? Vas-y, si tu veux bien t'installer, s'il te plaît. Vous voyez à peu près ici la ligne centrale du dos, juste en dessous des omoplates. C'est là où vous êtes au maximum en fait de la hauteur du dos. On va commencer là, ça va être plus pratique. Donc, votre colonne vertébrale, vous venez poser de part et d'autre vos pouces. Voilà. La main, donc pensez à ça, donc toujours la main comme ça. N'oubliez pas non plus de sortir l'articulation métacarpophalangienne. En fonction de la largeur du corps de la personne et de vos distances anatomiques, des gens ont des grandes mains, des petites mains, moi j'ai pas des grandes mains, et puis il y a des gens qui sont larges, d'autres moins larges, mais en fait, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est poser toute la main à plat, pour l'idée aussi je dis, quand vous allez presser, vous allez avoir cet effet d'écrasement au niveau des têtes articulaires des autres doigts, donc vous allez vous léser. Gardez toujours ça en tête. À la rigueur, ce qu'il faut, c'est les dernières phalanges légèrement les courber pour créer une petite tension dans la main supplémentaire pour bien la gainer. Et en fait, vous venez juste coller la pulpe des 4 autres doigts sur la peau de la personne. C'est tout. Et quand vous allez venir presser, donc, tac, vous repérez et vous pressez dans le dos. Voilà. Et oui, avec cette idée de transfert du poids du corps. Et toujours en 3 temps. Poser, déposer, relâcher. Poser, déposer, maintenez. 1 seconde, 2 secondes. Testez-vous aussi sur le temps. Si vous avez envie de durer plus longtemps dans l'impression, comment vous êtes capable de tester ça aussi. Vous voyez, ça créera chez votre partenaire des effets différents. Je vous invite vraiment à les tester, hein. On est là aussi pour tester pour cette journée. Voilà, on peut maintenir. Et quand vous maintenez, par contre, ce qui est important, c'est de jamais relâcher la pression. Donc là, ça va être un petit test pour vous aussi de comment vous êtes capable de maintenir une pression. Et hop, ça y est, ça s'ouvre un peu plus. C'est normal dans le contrat. Donc le corps va essayer de chercher des échappatoires. Et l'idée, c'est aussi, quand on crée des pressions, c'est de faire descendre la respiration d'une respiration thoracique à une respiration abdominale, qui permet d'ouvrir le diaphragme, de tirer sur le diaphragme, d'ouvrir les basses côtes. Voilà. Et on va descendre. Voilà. Là, on est sur la descente vers le bas du dos, donc pression dans le sol, mais légèrement vers l'avant. Voilà. Pareil pour la deuxième, en fonction des longueurs de jambes. Là, en plein vers le bas. Encore une deuxième. Et la troisième, vers l'arrière. Là, la petite chose différente, c'est qu'on va être vers l'arrière, mais en même temps vers l'intérieur. C'est comme si vous vouliez en fait resserrer, comme si vous vouliez ramener vos pouces vers la tête épineuse. Pour aller bien cerner en fait l'articulation des dernières lombaires. Et on répète la manœuvre. Ça, c'est la première ligne. Et la deuxième ligne, chez Ronan, ils sont bien visibles. Vous les voyez ici. Voilà. Il est costaud, le garçon. Et bien là, on va presser dessus. On presse dessus. Alors attention, c'est des fois, ça peut être le petit risque, c'est comme ce sont des muscles ronds. C'est là, on va voir effectivement tout de suite la capacité à positionner, à fixer. Parce que si vous loupez votre fixation,
droit d'un côté ou de l'autre, il va, hop, comme le muscle est rond, vous allez rouler dessus. Boum, ça va glisser. C'est pas agréable comme sensation, donc c'est vraiment, ça pique dedans. Et on continue comme ça tout le long du dos, toujours avec cette idée de 3 temps, les angles pour vraiment que ça pénètre à l'intérieur du corps, dans les zones ciblées, et on enchaîne comme ça. Et on peut répéter. En fait, l'effet thérapeutique du shiatsu, il est dû en fait uniquement à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la manœuvre, on cherche pas un truc, c'est la répétition. Et à force de répétition, les muscles ils vont encaisser l'information et ils vont se relâcher. Et on répète, et on répète, et on répète, et on répète. Un petit conseil, ne raidissez pas trop le bras. Il faut qu'il y ait un léger amorti. Si c'est trop raide, de toute façon on a l'impression qu'on va lui balancer un piqué dans le dos en fait. Donc il faut un léger, c'est pour ça que je vous parlais des Lego, ils ont le coude. Donc c'est pareil. Voilà, ouvrez légèrement et jouez en fait sur cette distance du coude. Voilà. Et là, on y va. La ligne vraiment de part et d'autre à l'intérieur, dans le creux, entre la tête des vertèbres et les gros muscles, sur cette ligne-là, et ensuite vraiment sur les muscles. Et vous faites, voilà, pour une question de confort, vous commencez, voilà, vous voyez la pointe inférieure des omoplates, c'est à peu près cette ligne-là, vous êtes à la moitié de la ligne thoracique. Donc on a fait toute la ligne du dos, on va conserver cette deuxième ligne, et on va l'ouvrir sur, à la fois, on va retravailler la deuxième ligne juste sur la zone lombaire, et on va l'ouvrir aussi sur les côtés. Parce que dans les douleurs lombaires, il y a plusieurs muscles qui se mettent en cause. Vous allez avoir effectivement les muscles, souvent c'est les muscles profonds, ce qu'on appelle le fameux carré des lombes. Et quand vous avez une action ici sur le bas du dos, vous agissez aussi en même temps en avant sur le psoas. Donc dans les douleurs lombaires, c'est souvent psoas, carré des lombes, ces muscles-là qui sont souvent un petit peu sensibilisés. Donc on vient les titiller. Voilà, ça veut pas dire que ça résout le problème, ça veut dire que momentanément, ça le soulage. Après, des fois aussi, ça peut résoudre, hein, il suffit d'une action. Donc la partie lombaire, c'est cette petite partie qu'il y a ici, au-dessus du bassin et en dessous des côtes. Donc c'est là où vous faites, le matin quand vous vous levez, hein, oh mon Dieu, j'ai morflé ces dernières années. Donc on reprend sur la zone musculaire, donc de la deuxième ligne, donc une pression, deux pressions, et trois pressions. Là, je vais vous réveiller encore un petit peu sur cette idée, c'est comme vous êtes légèrement dans les angles, donc la première pression, évidemment, elle va vers le sol, mais un tout petit peu vers l'avant, et regardez ce que je fais par rapport à mes mains. Tac. J'oriente l'angle de mes mains pour que ça aille dans la bonne direction. Mes mains ne vont pas vers le sol pour ce premier point, elles vont légèrement devant. C'est pour ça, prenez de la distance. Si vous êtes trop près, ça ne fonctionne pas. Vous reculez et vous gardez vos mains devant nous. L'ajustement, vous voyez, vous prenez votre distance pour que vous ayez cet ajustement de sphère. Et le premier point, et hop, le sens de ma main, elle va aller légèrement en oblique par là-bas pour qu'elle puisse pénétrer à la perpendiculaire dans le corps et suivre en fait l'alignement vertébral. Deuxième point, on est en plein dans le centre, donc là on reprend la position avec les doigts qui pointent vers le bas. Et troisième point, là c'est l'inverse du coup, donc on va avoir les mains qui vont légèrement pointer vers l'arrière. Très léger, pas trop, juste voilà. Et on répète, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Ensuite, on va se décaler. On va venir éloigner. Vous voyez, là, vous aviez votre barrière musculaire. Vous allez à un moment donné, si vous glissez vers l'extérieur, vous allez sentir un petit creux. D'accord? Donc, c'est ce creux-là, vous allez venir chercher avec le pouce. Donc, le pouce du dessous, c'est celui qui va être du côté du bassin. Vous allez superposer la main par-dessus en triangle. Et vous allez créer en fait une pression vers le sol en même temps qu'un mouvement comme ça de bascule.
Voilà. Et vous compressez. Et là, dans cette zone-là, je vais vous demander, c'est d'aller en compression lente. Pas incisive, hein, parce que ça pique beaucoup, là. Donc, vous allez en compression lente. Vous maintenez un petit peu. Et vous relâchez tranquillement aussi la pression. Et vous pouvez recommencer. Vous pressez, et dans un mouvement comme ça de bascule de levier, vous pressez les muscles. Vous maintenez un peu, et vous relâchez. Vous relâchez lentement en accompagnant, et vous y allez plusieurs fois. Voilà. Et quand vous faites ça, en fait, vous venez compresser une partie des muscles dorsaux, mais aussi les plus profonds, dans le fameux carré des lombes. J'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Et après, vous avez juste à changer de côté, et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, refaites pas les 3 points, si vous voulez, mais vous les avez déjà fait avant, vous allez juste vous installer pour refaire de l'autre côté ça. Souvent, très souvent, on a une vision des lombalgies, du mal du dos, du bas du dos, très localisé bas du dos. Ça, c'est vraiment la vision très, très médicale de la chose. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de lombalgies qui sont dues en fait à des troubles musculo-fessiers. Des compressions musculaires à toute la zone, et donc par le truchement des fascias, des accroches tendino-musculaires, parce que les muscles s'accrochent à peu près aux mêmes endroits, sont certains, on a des membranes qui couvrent plusieurs muscles en même temps, avec des transmissions d'informations, etc. Donc souvent, les raideurs du bas du dos, elles sont pas forcément dues uniquement qu'au bas du dos. Elles peuvent être dues effectivement à des raideurs fessières, voire ischio-jambières. Donc c'est super intéressant pour tout le travail de la lombalgie d'aller détendre la surface musculaire fessière. Pour les femmes, ça peut être très intéressant aussi pour vous, mesdames, c'est quand vous avez les moments du mois, si il y a certaines d'entre nous qui ont des moments un peu, ça tire un peu là-dedans. C'est des zones intéressantes aussi à travailler pour libérer en fait tout le bassin. C'est un truc qu'il ne faut absolument pas du tout négliger en fait les fessiers. Et encore aussi, pareil pour le vieillissement des hanches. Ça, c'est un gros sujet de société quand même. Pourquoi les personnes âgées chutent? C'est parce qu'en fait, ça se passe plus assez bien. Ils ont plus suffisamment de tonicité, de force musculaire pour lever la hanche. Et la plupart des chutes, c'est quoi? Soit c'est une chute dans l'escalier, donc ce travail est mal fait, donc il n'y a pas de réception de la jambe, ou la jambe ne se lève pas assez, et dans ce cas-là, c'est le petit buté du trottoir. Et là, bam. Et ça, c'est super. Au Japon, ils travaillent énormément les hanches pour les personnes âgées, pour justement conserver cette souplesse et élasticité, pour la prévention des chutes. On va se servir, en fait, de cette partie-là de la main. Voilà. Et vous allez imaginer en fait ici un cercle autour des muscles fessiers, notamment dans les creux fessiers. Et vous allez venir caler là et là. Et en fait, on va travailler en rotation ici. Et on va venir gentiment au début. Hein, vous allez prendre vos marques. Et vous allez, c'est comme si vous aviez 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Et on continue. Boum, 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 boum. Et on travaille le point 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Une fois que vous avez bien compris le système, ça, c'est du gentil. C'est-à-dire que, comme je vous dis, là, on a besoin en shiatsu d'avoir un impact profond. Il faut qu'on aille chercher les muscles profonds et faire bouger vraiment le squelette. Là, c'est le corps qui bouge, mais le squelette, pas des masses. Mais ce qui s'intéresse, en fait, cette zone-là, c'est autant l'articulation sacro-iliaque que lombo-sacré. De faire remonter du coup tout cela. Donc après, on va commencer à envoyer. Et vous voyez, avec ce mouvement-là, ça permet en même temps d'ouvrir le travail qui me parlait du piriforme, c'est tout à l'heure. Ici, l'articulation fémorale. Ici, vous voyez, on l'ouvre. Du coup, le piriforme qui est là, ça va commencer. La main est calée là, juste derrière, au-dessus du fémur, le gros trochanter, là où on a le col du fémur. Donc déjà, avec ça, on est déjà en train de travailler effectivement ici en profondeur sur le piriforme. Là. Aïe. Voilà. Petite préparation. Quand vous allez venir travailler sur la partie arrière des cuisses, je vais vous demander d'ouvrir la jambe de votre partenaire. Pourquoi? C'est juste une question, en fait, on va dire, de pudeur.
Parce que quand on va venir commencer à travailler sur la ligne arrière ici, quand vous allez venir poser les mains, si la jambe n'est pas assez ouverte, vous allez être un peu invasif. Vous voyez ? Si vous ouvrez la jambe, vous êtes beaucoup plus loin. Première chose qu'on va faire, première technique, on va travailler d'abord en compression palmaire, avec cette partie-là. Et donc on va venir comme ça, en fait, tout simplement, venir chevaucher au-dessus de la jambe, et on va venir faire des pressions, tout ce qu'il y a de plus simple, en fait, sur les ischio-jambiers. Petite chose ici, faites très attention, c'est quand vous allez arriver tout juste au-dessus du genou. Vous allégez la pression pour pas que ça crée une contrainte sur la rotule qui est au sol. Pour pas que ça écrase la rotule sur le sol, ce qui est très désagréable. Donc, ici, vous pouvez y aller plein pot. Dès que vous commencez à arriver, donc à peu près une largeur de paume, surtout, et quand vous allez sentir votre paume qui arrive au niveau, juste au-dessus du poplité, de l'arrière du genou, vous allégez la pression, vous n'appuyez pas trop fort. Par contre, là, toute cette zone-là, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez. Généralement, à part, bon, il y a des personnes un peu sensibles, mais ça va être plus sensible souvent avec la pression des pouces. Mais à la paume des mains, généralement ça passe, et là, il y a les ischio-jambiers, ils ont vraiment besoin d'être délacés, d'être vraiment compressés. C'est des muscles qui sont beaucoup en tension chez quasiment tout le monde. Beaucoup dû en fait aussi à notre sédentarité. En fait, t'es trop souvent assis. Donc c'est des muscles qui se retrouvent donc en mi-contraction, donc avec une tension tout le temps insidieuse. Et dès qu'on se relève, bah, du coup, bah, comme ils sont ils ont du mal à s'étirer quand on prend une position verticale. Donc il faut vraiment pas hésiter à aller travailler dedans. C'est vraiment libératoire, autant pour la jambe, pour les troubles de la circulation sanguine, qu'encore une fois pour les hanches aussi, et le bas du dos. Et la dernière pression juste avant le genou, plus modérée. Par contre là, vous pouvez y aller, ça risque rien. Au contraire. Voilà, vous faites, on va dire, un passage, et ensuite, on va travailler avec les pouces. Donc le travail du pouce, vous localisez bien la ligne centrale. De toute façon, vous allez sentir les espaces et l'insertion entre les muscles. Il y a un espace creux, c'est là-dedans qu'il faut aller. La main, les pouces vont être superposés comme ça, en fait. Alors pareil, petite astuce. Plus vous allez, en fait, créer un angle obtus ou aigu, plus la pénétration sera incisive. Si la personne est sensible à l'arrière des jambes, il vaut mieux ouvrir, créer un angle un peu plus obtus pour en fait amoindrir, si vous voulez, l'angle de pénétration et la puissance de pénétration. Si la personne est OK, vous resserrez et puis vous y allez. Et donc vous calez la main ici, l'autre vient superposer par-dessus et vous venez en pression. Alors la première pression qui est calée juste en dessous comme ça du pli fessier, vous allez voir, il y a un grand trou là. Vous pouvez y aller très fort et vous pouvez commencer par exemple le début de la ligne en pressant plusieurs fois. Pour commencer en fait à envoyer de l'influx et travailler toute la zone. Et après, vous descendez le long de la ligne. Et pareil, dès que vous allez arriver juste au-dessus du genou, mollo. Voilà. Et là. OK? Mollet, on va reprendre un peu le même schéma que sur la cuisse pour commencer. Alors là, vous allez vous caler pareil à la hauteur. Grosso modo, alors aussi, petite information, souvent vous avez des personnes, c'est pas le cas chez Ronan, et qui vont, moi c'est mon cas, ça c'est la pratique du karaté intensif pendant des années, et du coup, vous voyez, la jambe est en rotation comme ça, parce que c'est les muscles fessiers qui contractent, c'est les fessiers moyens et qui créent la rotation comme ça de la jambe. Mettez la jambe bien droite. Pour la mettre bien droite, si la personne a la jambe comme ça, petite astuce, vous poussez au niveau de la rotule. Et vous faites pivoter la jambe et vous prenez. Il ne faut pas que la jambe se rebarre. Un petit conseil, c'est vous caler votre genou contre le talon. Comme ça, la jambe ne peut pas pousser, elle ne peut pas partir. Là, vous la bloquez ici. Et ensuite, même chose, on va reprendre d'abord pour commencer pour le mollet, pour l'habituer à la pression.
Vous cherchez donc du coup le clopopité là, vous passez juste en dessous. Pareil, première pression, vous allez doucement, faut pas appuyer trop fort au niveau du genou. Pression. De toute façon, vous allez appuyer moins fort sur les mollets. Hein. Voilà. Et puis on descend comme ça. Donc là, vous allez quand même, vous faites attention à pas appuyer trop fort. Pour une autre raison, voilà, parce qu'on n'est pas, on n'est pas dans tout l'équipement nécessaire. Mais ce qui est bon, par exemple, chez des personnes comme Ronan, où il y a un petit creux ici. Vous pouvez glisser un petit coussin, une petite serviette roulée. Donc, vous voyez, c'est pour qu'en fait le support ici de la cheville soit maintenu. Donc, quand vous allez presser, que ça ne crée pas en fait sur la cheville. Vous voyez, la cheville elle est comme ça pour pas que ça fasse ça à outrance. Ce qui n'est pas bon. Ça peut créer une inflammation, une lésion au niveau tendineux, articulaire ici. Donc au moins ici avec la cale, hop, vous n'allez pas avoir cet écrasement du pied sur le sol et donc il va créer une extension comme ça de la cheville. Pareil, donc pression sur le mollet avec le talon de la main, comme on a fait tout à l'heure sur la cuisse. Vous descendez jusqu'au bas de la cheville. Donc, première technique. Hop. Deuxième technique, pareil, on remet les pouces. Vous prenez bien le sillon entre les deux, là, il faut passer entre les mollets. Les mollets, c'est un muscle qui sont en deux parties, c'est pour ça qu'on appelle en fait les genoux. Et donc vous avez le côté médial et le côté latéral. Et au milieu, vous avez une membrane, qui est les membranes faciales. Et en dessous, vous avez effectivement le nerf sciatique qui passe, l'artère tibiale, etc. Et là, on vient presser. Donc premier passage, attention, effectivement, juste sous le poplité, mais pas trop fort, parce que du coup, vous avez l'artère et la veine qui est juste en dessous. Après, par contre, dans le reste, vous pouvez y aller un peu plus fort. En plein centre. Alors, ça peut piquer chez des gens, mais une fois on va dire que le passage est refait, c'est vachement bon, c'est libératoire. Vraiment, par exemple, effectivement, sur ces problématiques de retour veineux, de jambes lourdes, des choses comme ça, ça vous libère un mollet, c'est un bien fou. Et on descend. Donc dans le mollet, vous pouvez presser fort mais modéré. Par contre, là, vous pressez sur le tendon d'Achille. Là, vous pouvez y aller. Tendon d'Achille, c'est costaud. Ça, vous pouvez y aller. C'est la membrane qui est vraiment rigide. Et avant d'avoir un effet sur elle, il faut balancer la pression. Le minimum de pression, je vous disais par exemple, pour commencer à créer sur les fascias vraiment des réactions physiologiques avec sécrétion de collagène, il faut taper à peu près à 10 kg de pression pour vraiment commencer à ce que le fascia commence à s'adapter. Et le fascia, quand il reçoit une pression, une contrainte, il a des cellules de collagène, il a des microcapsules en fait qui vont sécréter elles-mêmes du collagène. Donc en fait, qui va servir à l'hydratation du fascia pour qu'il conserve cette hydratation, du coup cette élasticité, il faut que les membranes puissent coulisser. Donc pour vraiment avoir un effet, là par contre, sur le tendon d'Achille, sauf s'il y a eu des lésions. Souvent c'est celui-là qui pique le plus. On est juste au bout en fait du mollet, on est commencé à la genèse en fait du tendon d'Achille. En dessous il y a le muscle solaire, parce que souvent on dit on pense au mollet, mais vous avez le mollet, en dessous vous avez un autre muscle qui s'appelle le solaire. Et celui-là il est souvent très contracté, c'est celui qu'on voit sur les coureurs cyclistes qui est tout plat en dessous, qui fait un angle comme ça. C'est le solaire. Et lui celui-là il est costaud. Donc ça, c'est les deux techniques, on les connaît, c'est les mêmes qu'on a fait, perpendiculaire à sa jambe. Et on va venir, ça on l'a vu tout à l'heure, cette pratique-là, sauf qu'en fait, on va pas venir presser, on va venir soulever en fait le muscle. Pour le décrocher en fait le muscle de l'os. Pour créer une ouverture, c'est vachement agréable, parce que ça permet d'alléger en fait la contrainte du muscle sur l'os. Ça libère les espaces intermusculaire pour justement faire mieux circuler la circulation sanguine. Et on va comme ça jusqu'au bout. Donc surtout, vous l'attrapez et vous le tirez vers vous dans un mouvement comme ça de circulatoire. Sans pincer. Alors, ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'on pince en bec de canard. C'est-à-dire qu'on n'accroche pas avec le bout des doigts. Surtout si parmi vous certains ont les ongles un peu longs.
C'est pas, voilà, vous risquez de griffer, vous risquez ou vous-même vous cassez un ongle, enfin voilà. Donc c'est toujours, et puis pas avoir cette sensation de crochet. Donc on vient pincer en bec de canard. Et vraiment, l'idée, c'est d'amener, de tirer le mollet vers vous. Et ça, généralement, c'est du bonheur. Et voilà, et vous faites pareil de l'autre côté. Et pour le pied, souvent ce que je vais faire, je vais venir ici, par exemple. Ça à travailler gentiment en attrapant le talon, mais sans l'agripper, hein. C'est juste poser. Et vous secouez un peu tout ça. Ça permet de faire vibrer tout le corps. Ça a une petite pause aussi après les pressions des mollets qui peuvent être un peu. On se pose, on relaxe, attention, et on va réattaquer sur d'autres pressions. Ok? Alors, on va aller travailler une zone qui est super intéressante à travailler, qui est vraiment détendante. Vous voyez, c'est le rebord du talon. La petite zone autour du talon ici. Donc, alors, je vous donne deux choix. Si vous êtes capable de vous mettre assis sur vos genoux, vous faites. Donc, si vous êtes assis sur vos genoux, moi, ce que je propose, vous prenez là, la posez délicatement ici, sous les chevilles et l'autre côté, et vous venez en fait travailler ici en pince. Voilà. 1, 2, 3. Vous êtes en fait sur le petit bourrelet, vous n'êtes pas sur l'os, vous êtes tout juste à au croisement entre le petit bourrelet du talon et l'os. Vous êtes entre les deux. Vous pressez dans cette zone-là. Voilà. Si vous supportez pas la position à genoux, vous allez vous remettre dans cette position-là et vous allez venir en fait enserrer de part et d'autre avec vos pouces la zone. Comme ça. 1, 2, 3. D'accord? Ça, c'est à vous de voir. On superpose les pouces, comme tout à l'heure. Toujours le pouce, en fait, extérieur. En dessous, c'est celui qui est à l'extérieur. Donc, si vous voulez venir voir, allez-y. Voilà. Donc, vous allez voir deux lignes. Une ligne ici, sur l'intérieur du pied, et une ligne ici, un peu plus sur l'extérieur. Et on vient juste, en fait, simplement presser. Donc on est entre 3 et 4 points ici, selon la longueur des pieds de votre partenaire. Là, ce qui peut être intéressant dans les pieds, c'est que... Alors, il y a des pieds, les gens, ils sont très sensibles. Bon, c'est pas la majorité des gens. Mais ce qui peut être intéressant, c'est, vous voyez, quand vous allez faire la pression, c'est créer un peu plus de maintenu à la pression. Voilà, rester un tout petit peu plus longtemps. Parce que les pieds ont vraiment besoin d'être décongestionnés. Et comme on dit souvent, les pieds, c'est la deuxième pompe du corps. La première pompe, c'est le cœur. C'est les pieds. Parce que dès que vous faites ça, dans le sol, ça crée un mécanisme naturel de retour sanguin. Donc, de compresser comme ça, ça fait raffluer le sang. Donc, ça allège le bas des jambes, la voûte plantaire. Voilà. Et la deuxième ligne, bah pareil, vous décalez juste pour aller sur le rebord ici. La méthode, par exemple, avec les pieds. Ça peut être... Alors, soit on le fait avec un seul pied. Alors ça, c'est une technique qu'on a emmenée en France avec mon ami Antoine qui est sur Poitiers, qui s'appelle le Sokohatsu. C'est jamais... Alors, c'est vieux, hein, Sokohatsu, c'est le travail de la pression, c'est comme le shiatsu, hein, avec les pieds. Et en fait, on a fait venir un maître japonais qui a développé vraiment une méthode, une école chez lui. Et soit on peut le faire avec les deux pieds en même temps. Puis vous marchez. Voilà. Et ça, c'est des trucs vus comme le monde, hein, le massage avec les pieds. En Thaïlande, ils le font, enfin, ça dit dans toutes les traditions. En Inde, ils le font, en Chine. Ça a toujours eu lieu. Hein. Vous pouvez le faire à l'inverse aussi, en posant les talons. Voilà.
Vous marchez de manière aléatoire, comme ça. Soit vous le faites avec les genoux. Hop. Pareil, vous basculez, gauche-droite. Voilà. Les pieds, c'est quand même une zone où on peut se permettre d'aller appuyer fort. Alors après, il y a des gens qui sont très sensibles à la voûte plantaire, mais bon... C'est des gens qui sont restés en fait beaucoup trop enfermés dans des chaussures, qui sont très étriqués comme ça. Voilà, je disais, hein, c'est les pieds, c'est la deuxième pompe du corps. Donc quand vous faites ça, là, vous envoyez du sang là-haut. Donc favorisez du coup le retour veineux. Pour aller travailler les interosseux de la voûte du coup de pied. Parce qu'en fait, on a des muscles hein, entre les tarses. Et les métatarsiens, ce qu'on appelle les interosseux. On a les mêmes sur la main ici. Et donc on vient travailler ici, c'est là, ça fait une partie, c'est une des rares fois où on travaille effectivement là. Et on vient, voilà. Et vous voyez un phénomène du coup en écrasant comme ça, on ouvre le pied. Voilà, le pied s'ouvre, c'est normal, c'est à l'écrasement. Et donc en face, on crée en fait un blocage avec en face et on vient presser dans les muscles interosseux. Et ça, c'est pas donné à... Alors déjà, techniquement, il n'est pas évident à faire. Et là, je vous garantis que pour aller réussir à ouvrir, généralement, les gens, ils doublent. Parce que on n'a pas cette habitude, si vous voulez, comme effectivement, encore une fois, les gens sont beaucoup trop étriqués dans les chaussures. Donc le pied, il est restreint, il bouge pas beaucoup. Donc il faut aller chercher à l'ouvrir, ce pied. Et là, les muscles qui sont entre les interosseux, ils souffrent. Une fois que c'est fait, putain, ton pied, il est libéré. Tu as l'impression qu'il respire. T'as une bouffée de fraîcheur dans le pied. C'est un truc de malade. T'as vraiment l'impression que ton pied respire. Wow, tu te redécouvres des pieds, c'est génial. Vous localisez bien cette ligne des trapèzes et vous venez avec les pouces en travail de compression sur les trapèzes ici. Voilà. 2, 3 points. Il y a un point qui est très intéressant, c'est celui-là. Vous êtes vraiment sur un embranchement tendino-musculaire et en plus vous êtes sur le passage profond des branches extérieures du nerf vague. Le nerf vague, c'est le grand nerf qui vient en fait innerver les fonctions internes, les fonctions profondes, organiques, etc. Pareil, là, il prend racine ici, il descend comme ça, et après à un moment donné, il rejoint au niveau du plexus central, il vient en fait innerver les fonctions organiques, foie, etc. C'est lui en fait le gros circuit du système autonome, c'est lui. Donc quand vous êtes là, du coup, vous venez en fait créer des compressions, et là vous pouvez avoir vraiment des effets très intéressants chez la personne, mais bon, chez certains c'est très sensible quand même, hein. Les tensions ici sont vraiment très importantes dans notre société. Ça c'est le travail sur le bureau, l'ordinateur, etc. Le stress de la vie quotidienne. Donc là, hop, voilà, vous faites à peu près 3 points ici. Attention à ne pas aller trop loin, à ne pas venir appuyer sur les rebords osseux. Ce que vous pouvez faire, là c'est plus tout à fait du shiatsu, on rentre un peu plus dans l'anma, mais bon, ça va avec, c'est venir rattraper ici, et travailler vraiment, voyez, le muscleur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et avec l'idée, il faudrait que je vous disais ce matin, les goli-goli, c'est-à-dire que vous venez chercher avec la tête de l'os ici, chercher la membrane musculaire. Ça fait cling. Frotter les cordes, en fait. Alors ça peut être... c'est pas toujours super agréable, mais ça a des effets très intéressants. Par exemple, aussi, lorsque vous le faites de manière très rapide, incisive comme ça, dans la préparation sportive. Sur les tendons. Parce que du coup, vous créez une excitabilité des tendons. Et vous créez, en fait, un réflexe neuromusculaire qui est très incisif, comme ça. Et donc, du coup, ça va gainer le muscle. Donc ça peut l'aider dans une pratique. Souvent c'est des trucs que je peux faire, par exemple 24 heures samouraï. Si l'autre me dit tiens j'ai besoin d'un petit peu de détente, mais en même temps il faut que je fasse le truc derrière. Donc je vais venir là, frotter comme ça va venir un peu exciter la zone musculaire et la personne est repartie, elle est chaude quoi. Mais là c'est pas le cas, là on vient pour la détente. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pareil de l'autre côté. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Vous pouvez, alors c'est là où si vous voulez on peut intégrer le coude. Si vous êtes chaud.
Coude ou avant-bras. C'est-à-dire que, en premier lieu, avant-bras. 1, 2, 3, 2, 3. Préparez le terrain. Après, vous pouvez mettre le coude. Attention, le coude, c'est une partie assez technique si on veut le faire correctement sans faire mal à la personne. C'est vrai que l'idée n'est pas d'appuyer avec le coude. L'idée, c'est que le coude est posé et vous transférez votre poids et c'est à la flexion, en fait, que ça va pénétrer, en fait, à l'intérieur des chairs. C'est absolument pas du tout à vouloir absolument forcer. Parce que là, vous pouvez faire mal. Donc, 1, 2, 3. Et à la rigueur, vous pouvez vraiment mettre plus la pointe, mais là, vous descendez vers le bas. Et là, il faut de manière précautionneuse. Et après, vous lissez. Même quand vous lissez, pack, pression et rotation de l'avant-bras. Quand on a vraiment la tête qui est comme ça vous ouvre la tête, ça vous lâche les tensions, des céphalées, des choses comme ça. C'est vraiment quand vous avez trop travaillé la journée en automassage, ça vous pouvez le faire aussi. Vous voyez, voilà, vous venez travailler comme ça des pressions partout sur la face du crâne. Alors soit vous pouvez protocoliser, ligne centrale, avec une voix comme ça, ligne latérale, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 8. Il y a les protocoles tout fait, établis, les japonais adorent ça, ils protocolisent tout, ils protocolisent tout partout, on est chiant. Mais bon, ça a des vertus aussi, c'est qu'au moins on sait se repérer, on sait où on en est, on a un repère, c'est ça. Mais des fois c'est trop, des fois il faut se laisser aller, se dire ok, tac, on peut avoir des petits tapotements, enfin voilà, il y a plein de choses. L'intéressant surtout, c'est bien vous caler derrière la personne pour que elle chavire pas, pour maintenir une certaine verticalité en sentant en fait vos genoux dans son dos. Parce qu'à un moment donné, elle va peut-être commencer à s'affaler vers l'avant, et donc vous êtes obligé de la ramener vers vous. Donc il faut qu'il y ait un certain tonus musculaire quand même. Donc on fait une ligne centrale, ici, avec superposition des pouces, comme vous connaissez déjà, et on vient presser droit. Hein. Faites attention aussi dans la pression à ce que ça glisse pas vers l'avant. Parce que sinon, ça va créer un effet différent de ce qu'on cherche. Là, on veut une compression vraiment du crâne dans le sol. Là, c'est pareil. Les pressions, elles peuvent être... Vous pouvez les maintenir longtemps. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop vite, faire 1, 2, 3, 4. Vous pressez, vous maintenez. Plus c'est tenu justement sur le crâne, plus ça fait du bien. Vraiment. 3, 4. Et vous pouvez répéter cette ligne. 2. Et vous pouvez appuyer fort. Hein. Votre crânienne ne risque rien. Hein. C'est du costaud. Hein. Et justement, appuyez fort, c'est bon. C'est pareil. Dessus là, c'est que de la fibre. Hein. C'est du fascia, c'est de la gaine tendineuse ici. Hein. Donc c'est costaud. Vous pouvez y aller. Hein. C'est pas du muscle. Hein. Les muscles qui sont là et ils sont là. Ici, c'est du tendon, c'est épais. Donc on peut y aller. En plus, c'est plein de petits capillaires sanguins, donc pour faire circuler le sang. Il y a aussi des choses qui ont été démontrées, c'est que les capillaires sanguins dans le crâne, à l'intérieur du crâne, ont des connexions avec les capillaires sanguins extérieurs au crâne. Donc en fait, il y a des passerelles entre intérieur et extérieur. Donc c'est tout ce qui concerne après l'intérieur aussi, l'irrigation sanguine du cerveau, etc. Donc en fait, par l'extérieur, on peut quand même atteindre l'intérieur. Et venir délasser tout ça quand on a des maux de tête, la tension, tu vois, à l'intérieur de la boîte crânienne, tension cérébrale, etc. Et on peut faire donc ligne centrale, deux lignes latérales, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et après, vous pouvez faire des bandes. 1, 2, 3, 4. Avec l'idée, ça va permettre aussi de travailler
Notamment, on va passer souvent sur les sutures aussi, des os crâniens. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et dernière ligne. 1, 2, 3, 4. Donc quand vous travaillez, vous devez avoir vos 4 doigts toujours en contact. Et en fait, on passe pas là. On garde toujours en contact et ça va être l'ouverture. Comment vous êtes capable d'ouvrir. Comme quand vous épluchez une orange. C'est ça. Ça, vous gardez toujours les 4 doigts en contact. Tac, tac, tac. Et vous ouvrez en fait les bras, les aisselles, l'angle des bras, l'angle des poignets, l'ouverture en fait de la pince. Vous la raccourcissez au fur et à mesure. Et gardez toujours les 4 doigts ici en contact avec le crâne. Pour finir le total, si vous voulez, on peut faire des petites percussions sur le crâne. Et puis on peut descendre, des percussions. Dans le dos, sur les trapèzes. Le long de la colonne vertébrale, de part et d'autre. La zone omoplate, les muscles de l'omoplate est juste au-dessus du trapèze. Attention à jamais percuter les os par contre. Pas taper sur la colonne vertébrale, pas taper sur l'épine de l'omoplate. Vraiment bien cibler les muscles. Donc avec les poings, comme si vous teniez un petit oiseau. Vous le maintenez mais vous ne l'écrasez pas. Voilà, ça c'est une façon de faire. On peut faire comme ça aussi. Chaque percussion va avoir un effet différent dans le corps en fait. Ça va pas, tu vois, comme tu disais, l'histoire du fouet. Là, il y a le côté vraiment sonore. On est dans les graves. Là, on monte un peu plus dans les sons un peu plus aigus. Puis du coup, la main, il va y avoir des côtés un peu flagellants, fouettants, avec le bout des doigts. C'est plus incisif, plus aigu. Pareil avec le tranchant des mains. Là, on peut du coup aller beaucoup plus vite. Puis il y a ce côté très aussi percutant du tranchant des mains. Jointe, comme ça. Tout ça, c'est des techniques traditionnelles. Là, on est plus au chassou, on est effectivement sur l'anma. Là, on est vraiment dans le massage classique japonais, traditionnel japonais. Voilà. Quand vous avez fini, vous lissez le long du dos, autour des omoplates, et vers le bas. Et vous ouvrez sur les latérales. Voilà.